Papa, c'est moi. Tu sais, je plaisantais ce soir. Ni maman ni moi n'avons envie de passer la soirée du jour de l'an avec ta femme, Thérèse. Passe m'embrasser avant que je parte pour Paris. Tu ne m'en veux pas? Denis soupira de soulagement. Sa fille lui enlevait une épine du pied. Les yeux de l'or, partie 2, chapitre 2. En ce mois de février, le soleil brillait, mais il faisait froid. Laure décida d'emmener Chloé au parc. La petite fille de Solange et Denis était âgée maintenant de 4 mois. La jeune fille avait vécu son retour à Paris comme un retour chez elle. Chaque fois qu'elle se retrouvait chez ses parents, elle avait l'impression d'être de trop. Bien que Léon adore sa fille, elle revoyait depuis quelque temps cet homme dont elle avait parlé un jour. Celui-ci n'avait pas de famille et acceptait la grossesse de Léon sans problème. Laure se dit qu'il était bien dommage que sa mère n'ait pas rencontré cet homme avant de faire des bêtises avec son ex-mari. Elle souffla dans ses mains. Le parc était quasiment vide. Chloé babillait dans son landau. « Bonjour Laure. »« Monique, il y a longtemps que l'on ne s'était pas vu. »« Oui, j'ai été gravement malade. » Laure regretta l'a priori qu'elle s'était faite sur cette femme, avant même de mieux la connaître. « Cela va bien maintenant ?»« Oui, merci. Comme Chloé a grandi, elle est magnifique. »« Merci. Bon, je vais rentrer maintenant. Il fait froid pour la petite. Cela serait dommage de lui faire attraper un rhume, la pauvre. Au revoir, à bientôt. » La jeune fille reprit la route du retour. Au bout du chemin, une silhouette se dessina, son cœur battit à tout rompre. « Bonjour, ma chérie. » Elle se blottit avec délice dans les bras de Christophe. Depuis son retour, leur relation avait pris un caractère sérieux. Elle ne s'était pas encore donnée à lui, mais elle y pensait fortement. « Que fais-tu là, chérie ?»« Je te surveille, tu es mon suspect numéro 1. »« Qu'ai-je fait ?»« Tu as volé mon cœur, » dit-il en la serrant contre lui. Laure se sentait bien avec cet homme. Il trouvait toujours le mot juste pour la consoler ou l'apaiser. La petite s'agita dans la nacelle. Sa jeune nourrice la consola et se remit en route avec Christophe à ses côtés. « Tu sais, je crois qu'elle ne m'aime pas beaucoup. »« Comment peux-tu dire cela ? Je suis sûre du contraire. » Solange et Marie discutaient dans le salon, profitant de l'absence de Laure. La froideur de cette jeune fille, à son égard, chagrinait Marie. Elle se sentait très mal à l'aise en sa présence, mais ne voulait pas faire de peine à son amie Solange. « Tu sais, Laure a beaucoup de difficultés familiales, et puis avec ce qu'elle a subi, la pauvre. »« Qu'a-t-elle subi ? S'est-elle fait violer ?» Solange partit à rire en regardant son amie avec insistance. « Non, elle ne s'est pas fait violer, heureusement, mais... » Ayant promis à la jeune fille de garder son secret, Laure ne souhaitant pas que tout le monde soit au courant pour son accident. Cependant, dans le cas de Marie, ce n'était pas la même chose. Elle comprendrait mieux le caractère sauvage de sa petite protégée. En fait, Laure La porte d'entrée s'ouvrit, et les deux jeunes femmes, aux mines conspiratrices, changèrent aussitôt de conversation. La jeune nourrice entra avec la petite Chloé dans les bras et regarda les deux amis à tour de rôle. « On parle de moi ?»« Non, » dit Solange précipitamment. « Je vois que Christophe t'a retrouvé au parc. » La jeune fille ne quittait pas Marie des yeux, en se demandant si Solange ne s'était pas laissée aller à des confidences. « Bonjour Marie, tu vas bien ?»« Marie me disait à l'instant que tu étais froide à son égard. »« Quelle idée saugrenue! Je suis juste un peu timide, mais les amis de Solange sont mes amis. » Denis fit entrer tout le monde dans le salon. Alain vint rejoindre Marie pour dîner chez la famille Blanc. Autour de la table, il y avait 3 couples, Solange et Denis, Laure et Christophe, et enfin Marie et Alain. La jeune fille était certaine que Solange n'avait pas eu le temps de parler à Marie. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle se montra très aimable avec la jeune femme. La soirée se déroula bien, la conversation revint sur le procès de M. Grandet, car la date était précisée.
C'est pour quand? Questionna Laure, curieuse. Dans 3 semaines, c'est un procès public. Si cela t'intéresse, tu peux venir au tribunal. Je ne peux pas, j'ai la petite. Si tu veux, je peux te la garder ce jour-là, proposa Marie très gentiment. Laure aurait préféré avoir affaire à quelqu'un de moins gentil que Marie. Mais le fait est que cette femme l'avait quand même abandonnée sur la route la nuit de l'accident, et cela n'était pas acceptable. Solange donna son consentement. Cela pourrait t'aider pour ton roman. Tu écris un roman? Demanda Christophe, surpris. Tu ne sais pas tout, mon cher. Les invités se mirent à rire et à plaisanter. Leur revint sur le procès. C'est toi, Alain, qui le défend? Non, au contraire, je suis l'accusation. Celui qui le défend, c'est Franck. Pour la toute première fois, elle aurait l'occasion de se retrouver face à face avec ce sale type. Elle imaginait cette rencontre. Franck ne la reconnaîtrait sûrement pas, car pour lui, l'affaire devait être classée. Quand tout le monde fut parti, la jeune fille se mit au lit rapidement en ayant la ferme intention de retourner dans le passé pour voir comment l'épouse de M. Grandet était morte. La jeune fille s'allongea sur son lit et se concentra. Elle n'était allée dans le passé qu'une seule fois. Son esprit docile sortit de son corps, mais ne prit aucune direction. Laure voyait son enveloppe charnelle inerte sur le lit. Elle se concentra davantage et cette fois son esprit s'envola vers un chemin qu'elle ne connaissait pas pour se retrouver à l'intérieur d'une grande demeure. Il faisait nuit. Derrière une porte sculptée, une femme de chambre écoutait au ventail. Des bruits de voix résonnaient. Laure se glissa dans la pièce, laissant la bonne derrière la porte. Une querelle éclatait entre un homme et une femme. À n'en douter, il s'agissait bien de monsieur et madame Grandet. « Je veux partir de cette maison, je veux divorcer !»« Il n'en est pas question. Tu peux avoir tous les amants que tu veux, mais tu restes ma femme. » Madame Grandet déambulait dans le salon. Elle était très en colère. Monsieur Grandet élevait la voix. Pour lui, ce divorce ne lui ferait pas une bonne publicité. De plus, son épouse était l'unique héritière de la fortune de son père. Pas question de la laisser partir. « Tout le monde sait que tu n'es pas capable de me donner un enfant. Mon amant a su le faire, lui. »« T'es enceinte ?»« Oui, et je ferai mon testament en faveur de cet enfant. » Monsieur Grandet entra dans une colère grande. Satisfaite de l'avoir touché, son épouse se dirigea vers la cheminée. Menaçant, il s'approcha d'elle et lui administra une paire de claques. Apeurée, Éléonore Grandet saisit le tisonnier pour se protéger. Sournoisement, son époux la poussa si brutalement qu'Éléonore en perdit l'équilibre et alla se fracasser le crâne sur l'angle de la cheminée. Témoin de cette tragédie, Laure, écœurée et impuissante, laissa l'assassin se débrouiller avec le cadavre et prit le chemin du retour. Elle se glissa dans son corps aussi facilement que son pantalon le matin. « Encore un salut !» dit-elle en colère. Le jour de l'audience arriva. Solange s'était arrangée pour prendre une journée de congé afin de garder Chloé. De cette manière, Marie avait l'opportunité d'accompagner Laure au procès de M. Grandet. Solange pensait que peut-être cela allait rapprocher les deux femmes et qu'elles deviendraient des amies. Laure fut très impressionnée par la taille gigantesque du palais de justice. Des avocats, vêtus de leur toge, déambulaient dans les couloirs, souvent accompagnés de leurs clients. La salle d'audience où devait se dérouler le procès qui intéressait Laure se tenait au premier étage. Elle portait le numéro 15. Marie lui fit signe de s'asseoir sur un banc. Les deux jeunes femmes étaient un peu en avance. Peu à peu, le public arrivait. Alain Boulin vint saluer Marie et Laure. « Alors, comment trouvez-vous le palais de justice, Laure ?»« Immense. Cela est très intimidant. » Le procès auquel vous allez assister est important. Quand il s'agit d'affaires moins importantes, l'audience se déroule à l'étage inférieur et généralement ce n'est pas ouvert au public. La porte du tribunal s'ouvrit, laissant passer le flot de curieux. Marie prit le bras de Laure et la fit se diriger au deuxième rang. « Nous sommes bien placés ici, dit-elle. »
La jeune fille fut choquée par cette remarque. Cela lui donnait l'impression qu'elle se trouvait dans une salle de spectacle. Or, tous ces gens étaient là parce qu'un homme avait donné la mort. Personne n'allait chanter, et Laure se demandait bien pourquoi Marie était si excitée. Le greffier fit obtenir le silence en annonçant très solennellement « L'affaire Grandet sera jugée par l'honorable maître Bouillant. Veuillez vous lever, je vous prie. » Comme des automates, le public se leva. 2 avocats se tenaient de chaque côté de la salle. Monsieur Grandet était debout, aux côtés de ses avocats, Maître Delage et Maître Clé. De l'autre côté, la sœur de la victime se tenait près de Maître Boulin. « Messieurs les avocats, vous pouvez commencer. » Alain Boulin regardait le banc où se tenaient les jurés. Laure retenait son souffle. Elle avait l'impression de se trouver dans une arène et craignait le moment où le taureau allait entrer pour se faire tuer. « Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes ici pour prouver la culpabilité de monsieur Grandet sur la mort tragique de son épouse. Voici les faits. Un soir, une violente dispute a éclaté dans la demeure de la victime. Cette histoire devint très vite sordide. Les mots prononcés par l'accusé ont anéanti madame Grandet de par leur violence. La fin tragique de ces soirées fut soldée par la mort, dite accidentelle de l'épouse et de l'accusé. Nous sommes surtout ici, mesdames et messieurs les jurés, pour faire toute la lumière sur cette affaire. » Maître Delage se leva. Laure le voyait de profil. Mais très nettement, elle se sentit très mal et Marie s'en rendit compte. Elle se montra inquiète de la pâleur soudaine de son amie. « Cela ne va pas. Si, un léger malaise. C'est passé. » La jeune femme la regardait du coin de l'œil. Laure lui fit un sourire pour la rassurer. Elle ne mentait pas, car elle se sentait beaucoup mieux. Franck Delage, un sourire crispé, dessiné sur les lèvres, prit la parole. « Mesdames et messieurs les jurés, comme vous l'a dit mon prestigieux confrère, nous sommes ici pour découvrir la vérité sur la mort accidentelle de madame Grandet. Si j'insiste sur le mot accidentel, c'est parce que ce mot est à retenir. Ce soir-là, cette femme grisée par la querelle avec son mari perdit l'équilibre quand elle saisit le tisonnier pour le frapper. Mon client se protégea le visage et repoussa cette furie. Elle trébucha et s'écroula sur le bord de la cheminée en se fracassant le crâne sous le regard impuissant de monsieur Grandet. S'il y a une victime, messieurs les jurés, c'est bien cet homme qui se trouve dans le box des accusés. Car depuis ce drame, mon client n'a perdu le sommeil. La mort brutale de son épouse sous ses yeux l'a cruellement éprouvé. Le jugement que vous rendrez fera de mon client un homme libre ou bien injustement condamné pour un crime qui ne fut qu'un accident. » Le juge remercia les avocats et demanda à Maître Boulin d'appeler son premier témoin. Il s'agissait de la femme de chambre qui avait servi fidèlement l'épouse Grandet pendant 5 années. Laure reconnut la femme qui se tenait à la barre. L'esprit de la jeune fille l'avait rencontrée dans la maison des Grandet. Celle-ci écoutait derrière la porte du salon. « Madame Leming, vous étiez la femme de chambre de la victime. Cela veut-il dire que vous la connaissiez bien ?» questionna Alain. « Oui, maître. Elle se confiait souvent à moi. » Le soir du drame, dans quel état d'esprit se trouvait la victime ? Elle était très inquiète. Monsieur Grandet lui faisait peur. Elle avait décidé de le quitter et voulait que je parte avec elle. Le soir où elle est morte. La femme de chambre se mit à pleurer. « Nous comprenons votre émotion, madame. Alors, ce soir-là, que s'est-il passé ?» Une querelle a éclaté. Monsieur Grandet était ivre. Objection, votre honneur. Un test d'alcoolémie a été pratiqué sur mon client le soir de son arrestation et s'est révélé négatif. Objecta Franck en se levant. Moi, je sais que chaque fois que monsieur Grandet était en colère, c'est parce qu'il était ivre. Objection, monsieur le juge. Le témoin doit nous éclairer sur le soir du drame uniquement.
Le comportement habituel de M. Grandet peut aider à comprendre son caractère emporté ce soir-là, répliqua Alain Boulin. Objection rejetée. Continuez, maître Boulin. Madame Grandet avait donc prévenu son mari qu'elle souhaitait le quitter ce soir-là. Et M. Grandet, très en colère, nous le savons, est devenu violent, précisa Alain. Objection, votre honneur. Maître Boulin influence le témoin. Objection retenue. Maître Boulin, vous devez vous en tenir aux faits et non formuler des suppositions. Je retire ma question. Madame, avez-vous entendu cette conversation orageuse pendant cette querelle? Oui, maître. J'écoutais derrière la porte, comme je le fais toujours. Le public se mit à rire. Le juge, très en colère, frappa son bureau avec un marteau en bois en criant « Silence ou je fais évacuer la salle !» Impressionné, plus personne n'osa rire. La femme de chambre, ravie de l'effet qu'elle avait produit, souriait à son public comme une comique en représentation. Que criait M. Grandet à sa femme? Il hurlait. Je te tuerai si tu me quittes. Un brouhaha monta dans la salle. Le public, choqué par ce qu'il venait d'entendre, manifesta son trouble. Tout à coup, M. Grandet se leva en colère et se mit à hurler. « Elle ment! Je n'ai jamais menacé Léonard! J'aimais ma femme !» « Silence !» cria le juge à son tour. « Maître de l'âge, si vous ne faites pas taire votre client, je me verrai dans l'obligation d'ajourner la séance. »« Silence !» cria-t-il encore au public qui s'agitait. « Je n'ai plus de questions, votre honneur. » Franck avait calmé son client. Il se leva et se dirigea vers la femme de chambre. « Madame, pourriez-vous nous dire ce qu'a répondu la victime aux menaces de son époux ?»« Je ne sais pas, maître, je n'ai pas écouté. »« Comment? Vous avez entendu M. Grandet, mais pas sa femme !»« C'est parce que M. Grandet hurlait. »« Aurait-il hurlé s'il avait l'intention de tuer sa femme ?» précisa Franck en se tournant vers les jurés. Laure était furieuse. Franck, avec une aisance incroyable, prenait le dessus et semait le doute. Il fallait qu'Alain se ressaisisse et vite. « Avez-vous de bons rapports avec votre employeur ?»« Pas de très bon, maître. »« Pourquoi ?» La femme de chambre baissa la tête. Elle semblait très gênée par cette question. « Je n'ai pas entendu la réponse, madame. »« Répondez à la question, je vous en prie, » dit le juge. « Monsieur Grandet et moi avons eu une liaison. » Cette précision déclencha des murmures dans le public. Le juge demanda une nouvelle fois le silence. « Êtes-vous toujours sa maîtresse ?»« Non. »« Pourquoi ?» De nouveau, la femme de chambre baissa la tête. De la place où elle se trouvait, Laure avait l'impression que la femme pleurait. « Je répète ma question. Pourquoi avez-vous rompu avec M. Grandet ?» « Je me suis retrouvée enceinte. Il s'est mis en colère et il m'a fait avorter dans une clinique. »« Simplement !» répondit Franck avec un ton audacieux. « Madame Grandet était-elle au courant de votre liaison avec son mari ?»« Non, maître. »« Vous n'en voulez pas à votre ex-amant pour cet avortement ?» Elle ne répondit pas. Laure vit tout de suite où l'avocat voulait en venir. Alain aurait du mal pour attraper cela. « S'il vous plaît, madame, répondez aux questions de maître de l'âge. »« Oui, je lui en veux. » confirma le témoin en chuchotant. « Je n'ai pas entendu, madame. Veuillez parler plus fort, » insista l'avocat, satisfait de la tournure que prenaient les événements. « Oui, je lui en veux à ce salope !» se mit à crier la pauvre femme démolie par le chagrin que lui avait causé cet avortement. « Plus de questions, votre honneur !» Le regard de Franck rencontra celui de Marie. Il lui fit un petit sourire ironique et la jeune femme se mit à rougir. Puis il passa près d'Alain et chuchota « Petit joueur !» Alain lui lança un regard chargé de haine. « La séance reprendra cet après-midi » ordonna le juge en frappant une nouvelle fois avec son marteau. Les portes s'ouvrirent et le tribunal se vida. Au moment de partir, Franck s'avança vers les deux jeunes femmes.
Il saisit son ex-femme par le bras. Eh bien, Marie, tu es venue m'admirer? N'y compte pas, mon cher. Tu es immonde. Franck se mit à rire sans complexe. Puis son regard se posa sur Laure. La jeune fille le dévisageait, car elle avait en mémoire la cicatrice qu'il portait au visage. Elle prit aussitôt un regard de petite fille. Franck adorait impressionner ce genre de femme. Il bomba le torse et se pencha vers elle. Marie, tu m'avais caché cette petite merveille? La jeune fille se mordit la joue, pour ne pas le gifler, mais préféra baisser les yeux de peur que Franck ne la reconnaisse. Une jeune femme s'approcha du petit groupe. « Franck, je te cherchais partout !» dit celle-ci en s'approchant. « Linda, je te présente mon adorable ex-épouse et son amie... » Puis il posa sur elle un regard interrogateur. Sans le savoir, Franck allait connaître le nom de sa victime. « Laure Rousset !»« Laure, quel joli nom. Et il vous va si bien. Vous avez des yeux superbes, quand vous voulez bien les montrer. » Linda regardait son amant en riant. Elle n'éprouvait aucune jalousie et Franck ne se gênait pas. « Bien, quand tu auras fini de jouer les séducteurs, nous pourrons partir, » dit Marie, mécontente. L'avocat prit la main de Laure et l'effleura d'un baiser, tout en le regardant fixement dans les yeux. Puis, il fronça les sourcils. Il eut peur à ce moment précis d'être démasqué. « J'ai l'impression de vous avoir déjà rencontré. »« Ce n'est pas très original, cette formule, » répondit Linda en riant. Laure se força à rire à son tour. Seule Marie prit une mine affligée et tournant les talons. La jeune fille la suivit. Quand elles quittèrent le tribunal, Marie se fit un devoir de mettre son amie en garde. « Fais attention, cet homme est le diable incarné. »« Tu crois qu'il me fait craquer, Marie ?»« Je ne sais pas. Tu avais l'air si vulnérable devant lui. »« Serais-tu jalouse, par hasard ?»« Oui, je le reconnais. Franck a été mon premier amour, et j'ai du mal à l'oublier. Tu es la seule personne à qui je le dis. » Laure fut surprise par sa franchise. Elle continua la conversation sur un ton provocateur. « C'est exact. Ton ex-époux est très séduisant. » Elle n'en pensait pas un mot, mais elle voulait juste faire du mal à Marie. Cette femme aurait dû détester Franck pour ce qu'il avait osé lui faire endurer. Marie était faible, et si Franck revenait vers elle, à n'en pas douter, elle lui tomberait dans les bras. C'est à ce moment-là que Laure échafauda le plan de sa vengeance. La jeune fille voulait s'occuper d'abord de Marie et ensuite de son cher Franck. Pour ne pas éveiller les soupçons, elle saisit amicalement la jeune femme par le bras. « Je plaisante, Marie. Cet homme ne m'inspire que du dégoût. Tu sais bien que je n'aime que Christophe. » La jeune femme se détendit et proposa d'aller boire une boisson chaude dans un café. De retour à la maison, elles étaient à plaisanter de tout et de rien. Solange les accueillit dans le corridor avec la petite Chloé. Le bébé, reconnaissant sa nourrice, lui tendit aussitôt les bras. « Vous avez l'air de bien vous amuser, » constata Solange, ravie de voir les deux jeunes femmes si proches. « En effet, nous avons passé une bonne journée, » confirma Marie. « Comment se déroule le procès ? Les témoins défilent. En fin de matinée, Franck tenait la partie. »« Marie !» dit Laure mécontente. « Ce n'est pas une rencontre de tennis !»« Tu as raison. C'est moins amusant de toute façon. Madame Grandet est morte et personne ne pourra changer cela. » Laure reçut cette réflexion comme une gifle. Chaque fois qu'elle trouvait Marie sympathique, chaque fois, la jeune femme la décevait par une parole ou un geste qui la choquait. Finalement, Marie ne valait pas mieux que Franck. Pendant un moment, pourtant, elle avait presque décidé de ne plus se venger de la jeune femme. Rien que par ses propos, Laure revint sur sa décision. « Je vais donner le bain à la petite si tu veux. »« Je veux bien. Tu lui as manqué aujourd'hui, » répondit la jeune femme avec douceur. Laure se radoucit et embrassa Marie pour lui dire au revoir. La jeune femme, loin d'imaginer ce
qui l'attendait, la remercia pour son agréable compagnie. Quand la jeune fille fut loin, Marie entraîna son amie dans le salon. « Que voulais-tu me dire l'autre jour à propos de l'or ?»« Rien. Elle ne souhaite pas en parler, et je ne veux pas la trahir, » répondit Solange en baissant la voix. « Je suis ton amie. Tu pourrais avoir confiance en moi. »« Tu es mon amie, c'est vrai, mais elle l'est aussi. » Solange changea de conversation, et Marie comprit qu'elle n'en saurait pas davantage. Elle décida donc de questionner la jeune fille à la première occasion. Christophe arriva plus tard dans la soirée. Il venait chercher sa petite amie avec l'intention de l'emmener dîner au restaurant. « Laure finit de donner le bain à la petite et je la libère, » dit Solange très fière de cette nouvelle idylle entre sa petite protégée et le jeune homme. « Christophe, tu es en avance !» annonça Laure en s'avançant vers lui. « C'est un reproche ? » « Idiot, tu sais très bien que je suis ravie de te voir !» Le jeune homme la prit par la taille et l'embrassa sous le regard amusé de Marie et de Solange. Chloé, qui était revenue dans les bras de sa mère, prononça pour la toute première fois le mot « papa » et tout le monde s'extasia sur ce petit miracle.